C'est dans cette salle de conférence de Ouara 2000 que se déroule le procès des présumés auteurs du putsch de septembre 2015. Pour accéder à cette salle, il faut montrer patte blanche, traverser plusieurs barrières de sécurité. Mais ce dispositif sécuritaire au début du procès n'empêchait pas les Burkinabés de se mobiliser assez massivement pour assister aux premières auditions. Mais l'engouement et la mobilisation s'est estompé au fur et à mesure que les accusés passaient à la barre. Aujourd'hui, plusieurs Burkinabés préfèrent se contenter des comptes rendus de la presse. Bon, moi je me dis que c'est parce que ça prend quand même du temps. Ça fait un bout de temps que ça a commencé. Donc peut-être que c'est parce que ceux qui sont à la barre actuellement ne sont pas vraiment de grosses pointures. Je me dis que quand les véritables concernés vont arriver à la barre, ça va peut-être prendre plus de l'ampleur et les gens vont plus s'intéresser. Il y a eu une affluence, les gens sont partis, les gens se sont mobilisés croyant qu'il allait avoir des résultats pour quand même donner des choses concrètes aux populations qui sont assoiffées de justice. Donc jusqu'à l'heure là, il y a pas, les lignes ne bougent pas, donc ça fait que les populations aussi, les gens sont fatigués. Ce qu'on reproche à l'ensemble de ces accusés, c'est l'attentat à la sûreté de l'État, les fautes d'homicide volontaire ou involontaire ou complicité de fautes d'homicide volontaire ou involontaire. C'est comme nous sommes comme dans une situation de chasse aux sorcières où nous avons des accusés qui comparaissent pour des faits qu'ils ont commis avec d'autres qui n'ont pas été interpellés, qui ne sont pas dans la procédure ou qui ont tout simplement bénéficié de non-lieu. Donc on attend de voir si on aura la vérité, si on aura la justice. Pour le moment, les principaux acteurs ne sont pas encore à la barre. Il s'agit des généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré. Leur audition est attendue dans les prochains jours. Le procès a démarré en fin février 2018. Il se poursuit et les Burkinabés, certains observateurs de la scène politique burkinabé ou du système judiciaire burkinabé indiquent que c'est un procès qui est bien parti pour durer plusieurs années. L'accident de l'autocar a eu lieu tôt ce matin dans l'ouest du Kenya. Selon la police, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers. La Croix-Rouge locale a affirmé que le toit du véhicule a été totalement arraché, mais pour le moment, aucun détail sur les circonstances de cet accident. 31 hommes, 12 femmes et 7 enfants ont perdu la vie. Les corps ont été aussitôt transportés à la morgue de l'hôpital du comté de Kericho. Les statistiques officielles des autorités font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre serait en réalité supérieur à 12 000 par an. Philomena Mwilu, la vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, arrêtée pour des faits présumés d'enrichissement personnel, a obtenu une suspension de l'audience au cours de laquelle elle devait être formellement inculpée. Madame Mwilu faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017, boycottée par l'opposition et remportée par M. Kenyatta. Ses avocats ont saisi une juridiction supérieure, plaidé que les charges pesant contre leur cliente étaient anticonstitutionnelles. Les principales questions que nous avons soulevées devant la Cour sont que le premier répondant abuse de ses pouvoirs constitutionnels en tentant de criminaliser les transactions civiles et commerciales à des fins étrangères à la justice pénale. C'est la question dont est saisi le tribunal. Mardi, devant la presse, le directeur des poursuites publiques, Nordin Hadji, avait assuré détenir la preuve que Mme Mwilu avait profité de sa fonction pour un enrichissement personnel et accepté de l'argent dans des circonstances douteuses. Elle est également accusée d'évasion fiscale. Le président Kenyatta a récemment lancé une guerre contre la corruption dans son pays, à l'économie dynamique, mais minée par une culture de pots de vin et de malversation. À Bobo-la-Guerre, le grand quartier populaire d'Abidjan est le théâtre d'une des grandes batailles des municipales du 13 octobre. 6 candidats sont en lice, la majorité présidentielle, elle, est en pleine crise, victime d'affrontements. Avec d'un côté, le ministre de la Défense, Hamad Bakayoko, dit Hambak, homme du président Ouattara, et de l'autre, Koné Tefour, instituteur, ancien député soutenu par Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et ex-chef de la rébellion.
Le contrôle de la commune la plus peuplée du pays, historiquement acquise à la rébellion et à Ouattara, est considéré comme stratégique en vue de la présidentielle de 2020. Le maire, l'ex-ministre Adama Toungara, dont la gestion est critiquée au sein même du régime, a été poussé vers la sortie pour faire place à Hambak, une tête d'affiche dont on estime qu'il est le seul à pouvoir reconquérir les cœurs des populations au profit du camp Ouattara. Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui leur sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et c'est ça le plus important. Paradoxalement, si Abobo est un fief du pouvoir, le quartier n'a pas bénéficié de la croissance économique des dernières années. La plupart des 2 millions d'habitants, dont beaucoup de ruraux arrivés de l'intérieur ou d'étrangers, vivent dans la pauvreté. Abobo a ses réalités, a ses tristes réalités. Moi aujourd'hui j'ai un diplôme d'aide-soignante, mais par la force des choses je ne travaille pas, je ne fais rien. Je suis mère de 3 enfants, je suis à la maison. Je fais comment pour aider mon mari? C'est difficile. Donc vraiment, nous on veut des gens qui vont venir changer notre vie. Derrière les grands axes, la ville est composée d'océans de bidonvilles parcourus par des routes en terre boueuses dès qu'il pleut. Des milliers de personnes vivent sans eau ni électricité. La justice rwandaise a ordonné la libération sous caution de l'opposante Diane Rwigara. L'opposante et critique du président Paul Kagame a été emprisonnée plus d'1 an dans l'attente de son procès. Diane Rwigara est poursuivie pour falsification de documents dans le cadre de sa tentative de participation à la présidentielle d'août 2017, ainsi que pour incitation à l'insurrection. Elle avait été arrêtée en même temps que sa mère. 3 juges ont estimé que l'accusation avait échoué à présenter des preuves crédibles pour maintenir les 2 femmes en détention et ordonner leur libération immédiate sous caution. Cette décision a été positivement accueillie par des proches présents au tribunal. Je suis contente de la libération de mademoiselle Diane Rwigara et sa mère. C'est une bonne chose qui montre que nous nous acheminons vraiment vers le vertige de l'espace politique parce qu'elle vient d'être libérée quelques semaines après ma libération. La libération sous caution prévoit l'interdiction pour l'opposante et sa mère de voyager hors de Kigali ainsi que la remise de leur passeport aux autorités. Il y a tellement plus à venir, ce n'est pas la justice ultime, ce n'est que le début de la justice, ce n'est que le début de la justice. Nous ne faisons que prier Dieu et espérer que le meilleur est à venir. Leur procès doit reprendre en novembre prochain. L'incitation à l'insurrection est passible d'une peine de 15 ans de prison. La falsification de documents et les pratiques sectaires sont passibles, elles, de peine de 7 ans de prison. De longues files d'attente pour pouvoir mettre son bulletin dans l'urne. Mercredi, les Mozambicains votent pour élire leur maire. La campagne s'est déroulée sur fond de tension entre le Frelimo, parti au pouvoir, et la Renamo, qui soutient un processus de paix. Cette élection a bien failli ne pas se faire. En cause, des tensions entre le gouvernement et la Renamo, ex-guérilla transformée en parti politique. Ouverts à 7 h, les bureaux de vote ne désemplissent pas. Les Mozambicains ont jusque 18 h pour élire leur maire. Une élection qui revêt des allures de test à la mise en place d'un réel processus démocratique. Les résultats du scrutin seront connus jeudi. À première vue, la vie s'écoule tranquillement au bord du lac d'Annecy, à ceci près que le lac est à son niveau le plus bas depuis 1947. Une sécheresse qui tranche avec la crue de cet hiver. Depuis que je suis ici, non, c'est la première fois que je vois le lac à ce niveau aussi bas. Pour avoir des petits bouts de plage à droite à gauche, j'ai jamais vu ça. Le point de référence pour un niveau normal de l'eau, 80 cm. Aujourd'hui, la profondeur ne dépasse pas les 20, un niveau encore plus bas que lors de la canicule de 2003. Tous les bateaux pédalos, on est tous obligés de les pousser à pied dans l'eau pour les emmener jusque là où ils ont du fond, parce que là, par exemple, un pédalo 4 places, les gens, quand ils sont 4 assis dedans, il est sur le sable, quoi. Une grande partie du lac est accessible à pied, et cette sécheresse n'a pas que des aspects négatifs, pour la flore notamment. Connaître un niveau bas comme on a aujourd'hui et derrière moi, c'est quelque chose de positif en effet, notamment pour ces roselières qui vont être exondées, dont les sédiments vont être régénérés, reminéralisés, les plantes vont être stimulées, la croissance va être stimulée. Donc pour ce qu'il y a derrière moi, ces roselières, oui en effet c'est positif. Par contre, on est en situation de sécheresse,
C'est-à-dire que sur les cours d'eau, on a des assecs assez prononcés. Et là, pour la faune aquatique des cours d'eau, là, c'est la catastrophe. Une solution pour réguler le niveau du lac d'Annecy, adopter un usage rationnel de l'eau. Pour le moment, la région a été placée en situation d'alerte renforcée.